Bonjour et bienvenue à tous pour ce second webinaire de la saison organisé par la chaire Agriculture biologique qui est intitulé Spécial Jeunes chercheurs et qui a vocation à mettre en lumière des travaux de recherche récents sur la bio et de poser des réflexions dans une perspective de transition. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser et puis à excuser Ulysse aussi. On a rencontré des difficultés de connexion. Donc on avait envisagé un format d'intervention un petit peu différent puisque c'est la première fois que je vais passer un intervenant scientifique à la question. Et on avait quand même prévu quelques supports visuels desquels vous allez être privés. On a été obligé de prendre la décision un petit peu tout de suite. Vous êtes nombreux à avoir manifesté de l'intérêt pour ce sujet et je ne doute pas qu'on arrivera à avoir des échanges riches malgré tout. Ils seront peut-être un petit peu moins illustrés. Avec Ulysse, on a prévu de toute manière de mettre à disposition des ressources pour aller plus loin. Ulysse, tu auras quelques éléments à faire passer à nos auditeurs s'ils ont besoin de clarifier certains propos. Alors, je vais passer très rapidement sur la programmation de cette saison spéciale jeunes chercheurs. Donc, on a parlé il y a 15 jours avec Lucas Etienne des effets du paysage et des pratiques agricoles sur l'usage de produits phytosanitaires en culture pérenne. Aujourd'hui, on change un peu de thématique, on va parler d'agronomie. On aura l'occasion jusqu'au mois de juin d'aborder d'autres champs disciplinaires comme l'écotoxicologie ou les sciences politiques. N'hésitez pas à suivre notre programmation sur notre page LinkedIn ou en vous inscrivant à notre newsletter. Et donc aujourd'hui, Ulysse, je suis quand même ravie de pouvoir ouvrir cette discussion avec toi. Alors, tu as rédigé, tu as soutenu ta thèse de doctorat qui s'intitule L'expansion de l'agriculture biologique permettrait-elle d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole? Et tu as travaillé sur une approche systémique à l'échelle mondiale. C'est une thèse que tu as réalisée à INRAE au sein de l'UMR ISPA, Interaction sol-plante-atmosphère, et tu as notamment conduit des travaux de modélisation sur cette question-là. Alors évidemment, on avait prévu un titre un petit peu plus euh, pour, en tout cas, il y a des enjeux très forts, en effet, entre la mobilisation d'un système bio dans une perspective de transition agroécologique et de préservation du climat, notamment voilà, sur les enjeux d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on a prévu aujourd'hui, on va essayer de tenir le temps jusqu'à 14h30. On espère vraiment qu'on ne mobilisera pas nos auditeurs plus longtemps que ce qui était initialement prévu. L'idée, c'est que je te pose une série de questions qui vont permettre à nos auditeurs de comprendre déjà les grands enjeux de l'expansion de l'agriculture biologique dans un contexte de changement climatique, les questions scientifiques que ça soulève, et par rapport à ça, voilà, tu as eu l'occasion d'en traiter une partie et ça donne suite à d'autres travaux. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, évidemment, on discutera des méthodes que tu as mises en œuvre et des résultats auxquels tu as abouti. Évidemment, l'idée, ce sera qu'on arrive à ne pas passer trop de temps sur cet échange pour que également nos auditeurs puissent poser des questions. Alors, le formulaire questions et réponses qui apparaît en principe en haut de votre écran est ouvert, mais je crois qu'il ne fonctionne pas pour toutes les versions. Donc, n'hésitez pas aussi à faire remonter vos questions dans la conversation. On essaiera de toutes les intégrer autant que possible. Allez, on y va. C'est bon, tu es prêt, Ulysse? Je suis prêt. Je t'ai envoyé par mail, juste pour te prévenir. Je t'ai envoyé un mail avec mes slides. Peut-être que toi, tu Ah, pourras si les tu veux, partager. tu veux que je les partage? Ben Bah, oui, ce en sera effet. peut-être plus facile. Ouais, Et tu as comme ça, raison. il y aura un visuel pour les participants. Ça C'est bon, je suis marche. prêt. Super. Ben alors, peut-être pour commencer, de toute manière, ce qui peut être, ce qui m'intéresse quand on a préparé ces questions-là, c'était déjà de repartir un petit peu de cette thèse, comment tu en es arrivé à travailler sur ce sujet. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'intéresser particulièrement à l'impact climatique de l'agriculture biologique? Ça peut paraître un petit peu paradoxal. La première idée, ça peut être quand même que l'agriculture biologique rend des services écosystémiques, remplit des externalités positives. Pourquoi traiter la question voilà, sous le prisme de l'impact climatique finalement? Bah, hormis que ce soit, enfin, l'agriculture biologique et les questions d'émissions de gaz à effet de serre sont des sujets qui m'intéressent depuis le début de mes études. Euh, En fait, là, ce qui m'intéressait, c'était que je trouvais que c'était un peu le point en termes d'agriculture biologique où on n'était pas sûr, complètement sûr, en fait,
des effets que pouvait avoir l'agriculture biologique. C'est-à-dire on connaît les bienfaits de l'agriculture biologique en termes de santé, de biodiversité, mais c'est vrai que sur le climat, il y a quand même beaucoup de débats. Il y a notamment en sciences, enfin, dans les sciences, il y a pas mal de débats sur l'effet de l'agriculture biologique sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'était un peu voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice sur cette question-là. Ok, super. Et du coup, comment est-ce que tu as construit ton approche dans cette thèse? Pourquoi est-ce que tu as opté pour une modélisation systémique à l'échelle mondiale plutôt qu'une approche expérimentale? Euh, Quand on parle de climat, comme c'est une question mondiale, parce que les émissions qu'on a, enfin, le changement climatique est dû aux émissions à l'échelle planétaire. En fait, l'expérimentation, on va dire locale, le problème, c'est qu'on peut difficilement extrapoler à une échelle plus large des résultats qu'on va obtenir sur une expérimentation. Donc, en fait, c'est l'intérêt de la modélisation, c'est-à-dire c'est que ça permet, en prenant des informations issues d'expérimentation, de pouvoir voir quels sont les effets sur des échelles plus larges. Et ensuite, il y a un point qui est assez important, c'est que il y a eu des travaux jusque-là qui montraient des bienfaits de l'agriculture biologique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui se basaient sur des résultats expérimentaux et qui extrapolaient ces résultats-là. Or, en fait, les travaux d'un ancien collègue à moi, Pietro Barbieri, ont montré en fait que quand on développait l'agriculture biologique, il y avait des boucles de rétroaction, donc des effets qui sont pas observables actuellement parce que ils arrivent avec le développement de l'agriculture biologique, et notamment en termes de ressources en azote. Et en fait, quand on développe l'agriculture biologique, il y a potentiellement comment dire, une compétition pour la ressource en azote qui va affecter notamment les rendements agricoles, enfin, qui Mhm. pourrait affecter les rendements agricoles. Et donc, en fait, ça, c'était pas pris en compte dans les études jusqu'à présent, et on peut le faire que à travers la modélisation parce que c'est dans l'hypothèse qu'on aurait 20, 40, 60, 100% de bio, ce qu'on peut pas estimer à travers l'expérimentation. Oui, et puis peut-être que l'expérimentation, du coup, ne permet pas d'intégrer ces ressources-là comme des ressources limitées, finalement. Le penser global, ça permet de se dire, même si on arrive à avoir suffisamment de ressources en azote dans une région du monde ou dans un pays, ça va avoir des incidences malgré tout sur le potentiel de production dans d'autres zones géographiques. C'est une ressource limitée. Exactement. Et donc, du coup, si on rentre un petit peu plus concrètement sur tes objectifs dans le cadre de cette thèse de doctorat, quels étaient tes principaux objectifs de recherche? Tu as traité plusieurs questions. Ouais. Alors les objectifs, en fait, c'était donc, dans des scénarios de développement de l'agriculture biologique, c'était d'estimer les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre et à la fin d'estimer un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour ces scénarios. Donc peut-être que tu peux mettre la deuxième slide. Du coup, elle Euh, apparaît ou pas? Mais toi, tu peux pas voir l'écran de toute manière, c'est ça? non. Est-ce que les auditeurs peuvent me dire s'ils voient toujours la diapo d'introduction de l'entretien ou s'ils voient afficher les graphiques? Oui, Jean-Philippe, du coup? Oui, c'est la bonne diapo? Ouais, j'imagine, il doit y avoir marqué gaz à effet de serre en haut et On voit les graphiques. Ok, un donc deuxième. là, Ulysse, c'est le graphique avec les rendements en bio. Tu veux que je passe à la suivante? Tu peux passer à la suivante, ouais. Donc c'est juste pour faire un petit rappel sur cette slide sur les différents gaz à effet de serre qu'il y a dans le secteur agricole. Donc il y en a trois principaux. Hmm. Le protoxyde d'azote qui est en fait émis à travers enfin, les engrais azotés sous toutes les formes, hein. C'est-à-dire ça peut être les engrais chimiques, les effluents d'élevage ou même les résidus de plantes qu'on laisse se décomposer dans un champ. Enfin, voilà. Donc ça peut émettre du protoxyde d'azote. Le méthane, qui est plus connu, qui est dû à une décomposition de la matière organique dans des milieux anoxiques, enfin sans oxygène, soit par exemple directement par les animaux, par leur système digestif, ou le stockage et l'épandage des fluides d'élevage, mais aussi dans la culture du riz.
Et après, il y a le CO2 qui, lui, est enfin, dans le secteur agricole, on a soit la combustion de résidus agricoles, soit l'utilisation d'énergie fossile, mais aussi en fait tout ce qu'on appelle le changement d'usage des terres, c'est-à-dire déforestation, retournement de prairies, ou inversement, en fait, si on remet une prairie sur une terre qui n'était pas en prairie, on va stocker du carbone. Enfin, voilà. Je remets vite fait les équivalents CO2, en fait, une Mm. molécule de... Alors c'est l'inverse, je me suis trompé. Le méthane, c'est 25, et l'équivalent de 25 molécules de CO2, et le protoxyde de 198. Voilà, c'est pour avoir un ordre de grandeur. Et donc l'objectif de ma thèse, en fait, c'était d'estimer les émissions de toutes ces sources-là dans des scénarios de développement de l'agriculture biologique. Et on avait fait quelques hypothèses en début de thèse, donc c'est la slide 3. Euh, En fait, jusqu'à présent, les études qui s'intéressaient à cette question, elles considéraient donc toujours ce sujet-là, c'est-à-dire d'extrapoler des résultats expérimentaux. Et donc elles considéraient que les émissions, en fait, elles étaient linéaires. C'est-à-dire que plus on développait la bio, plus ça augmentait ou descendait, ça dépendait des hypothèses de chaque étude. Et en fait, nous, en prenant en compte ce qu'avait fait Pietro Barberi, qui montrait qu'en fait, il pouvait y avoir un- un seuil de développement de l'agriculture biologique, à partir de laquelle ça pouvait peut-être être compliqué de nourrir la planète sans augmenter les surfaces. Et on a fait l'hypothèse en fait que du coup cet effet de seuil allait soit, on va dire, couper la pente en fait, donc c'était peut être complètement linéaire, ou voire même en fait avoir des émissions qui sont plus du tout linéaires par rapport au développement de l'agriculture biologique. Mm. Et ces hypothèses-là, du coup, elles étaient orientées ou c'était simplement le fait de s'attendre à une cassure? Euh, En fait, ce que je C'est-à-dire comprends pas que bien, c'est par rapport au graphique que tu proposes là, du coup, est-ce que ils illustrent le sens dans lequel tu as posé ces hypothèses-là? Et donc, pour le protoxyde d'azote, finalement, on va avoir plutôt non, un c'était pas. ralentissement. On pensait que ça se passerait comme ça, on savait pas, ça c'était, on estimait que c'était Ok, ça, allait être ça. On n'avait pas encore fait les calculs et on se disait, bah voilà, ça c'était nos hypothèses, c'était un peu ce qu'on voulait tester, voir si on faisait les calculs, ce que ça donnait, quoi. d'accord. Et du coup, si on rentre un petit peu plus concrètement sur la méthode que tu as mise en œuvre pour tester ces différentes hypothèses, donc on a parlé tout à l'heure de modélisation et donc tu nous as bien expliqué pourquoi tu as privilégié des approches par modélisation plutôt que l'expérimentation. Et du coup, Mhm. tu as mobilisé plusieurs modèles pour tester ces hypothèses. Est-ce que tu peux expliquer avec des termes un peu simples pour des personnes pour qui c'est quelque chose enfin, de nouveau, voire de complètement étranger. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça permet d'analyser? Enfin, qu'est-ce qu'on met dans un modèle? Ok. Alors les modèles, c'est très vaste, hein, donc il y a plein de types de modèles différents. Nous, on a utilisé plusieurs modèles. Le principal et peut-être le plus important à comprendre, c'est GoAnim. Donc, j'ai fait un schéma sur la slide 4, si tu peux Oui. montrer cette slide-là. En fait, ce que fait ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il prend la planète et il prend sur cette planète des carrés de 10 km par 10 km, voilà, c'est un découpage de la planisphère de 10 km par 10 km. Sur ce découpage, on sait ce qui est cultivé. Donc, quelles sont les plantes qui sont cultivées, quelles sont les surfaces. euh, euh, on sait les rendements actuels, mais pour l'instant, on ne sait pas les rendements en bio si on passait toute cette surface-là en bio. Euh, Ce que va faire ce modèle, alors déjà, les surfaces qui sont cultivées, nous, on les a modifiées pour prendre en compte des différences de rotation de culture entre bio et conventionnel. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas les mêmes choses qu'actuellement parce qu'en bio, les rotations sont différentes. Hmm. On cultive plus de légumineuses, on a plus de prairies temporaires. Donc les légumineuses, c'est toutes les plantes comme les pois, les fèves, etc., qui ont la capacité en fait de s'auto-fertiliser en azote. Mhm.
Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la fertilisation azotée. Et en fait, pour comprendre dans ce carré-là ce qui se passe, on va, on va modéliser en fait les flux d'azote entre les différentes composantes agricoles que sont les animaux, les cultures et les prairies. Donc, c'est les flèches violettes que vous avez sur ce graphique-là. Donc, vous avez les animaux qui fournissent de l'azote aux plantes via leur déjection, les plantes qui fournissent de l'azote aux animaux parce que les animaux mangent ces plantes. C'est pareil pour les prairies. Vous avez des pertes d'azote parce que l'azote, il peut soit partir en forme de gaz comme le protoxyde d'azote, soit être ce qu'on dit lixivié, c'est-à-dire partir avec les eaux de pluie et arriver dans les rivières. Et il y a des plantes qui sont capables de capter l'azote de l'atmosphère et de s'auto-fertiliser, entre guillemets, en azote. Et après, il y a une partie de cet azote qui part vers l'alimentation humaine. Et donc, on calcule ces, euh, ces flux d'azote, ce qui nous permet en fait de calculer les rendements des plantes. Parce que les rendements des plantes sont euh, définis en fonction de la quantité de fertilisant qu'on apporte. Donc, nous, on s'intéresse que à l'azote, mais on pourrait s'intéresser au phosphore, au potassium, à d'autres choses, mais l'azote, c'est quand même celui qui est le plus souvent limitant, donc on s'est intéressé à ça en premier. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a déjà fait un calcul où on s'est dit, bah, on a pris les populations animales actuelles. Ça, c'était pas mon travail, mais le travail qu'avait fait Pietro Barbieri avant moi. Et il s'était dit, bah, si on enlève les engrais chimiques, donc c'est passer en bio, c'est notamment enlever les engrais chimiques. Nous, on s'est limité à ça pour l'instant. Enfin, aussi arrêter les pesticides et les insecticides, enfin tous les traitements de synthèse et les engrais chimiques. Si on arrête les engrais chimiques sans rien changer, on arrive à une situation de blocage parce qu'en fait, on a des zones où on n'a plus d'azote parce qu'il n'y a pas d'animaux et des zones où on a trop d'azote parce qu'il y a trop d'animaux. Hmm. Donc là, dans cette situation-là, si on ne change rien par rapport à aujourd'hui, mais qu'on arrête juste les engrais chimiques, ça marche pas. On n'arrive pas à nourrir la population mondiale, c'est limite si on nourrit juste les animaux. Et en fait, du coup, on a changé ce modèle pour qu'il ait une fonction d'optimisation. Et donc, dans chaque petit découpage de la planisphère, ce modèle, il va bouger la population animale. Il va choisir en fait quels animaux il met sur cette surface-là. Et son objectif, c'est d'avoir des animaux qui vont permettre de fertiliser les cultures et donc du coup d'avoir des rendements, mais de ne pas en avoir trop pour pas que ces animaux mangent toute la production végétale de cette surface. Et son objectif, c'est de maximiser la production alimentaire humaine. Donc ça, c'est l'objectif du modèle. Et il va faire ça dans chaque petit carré sur toute la planète, sur toute la planète. Ok. Et du coup, donc en fait, en termes de, enfin, la modélisation, elle permet de calculer des rendements potentiels si on change le modèle agricole et qu'on convertit des surfaces agricoles en bio. Ce que tu as expliqué, c'est que les rotations peuvent varier, par exemple, pour des cultures annuelles, parce que ce sont des systèmes bio. Ça, vous l'avez bien intégré. Du coup, Mhm. et ce qui n'est pas forcément très clair pour moi, c'est la taille du cheptel. Enfin, finalement, quand tu as fait ces évolutions, autant vous avez fait jouer la répartition, est-ce que vous avez joué aussi sur les effectifs ou pas? Ouais. Le Ok, modèle, il va calculer, il va choisir dans chaque surface, dans chaque élément, enfin, dans chaque découpage de la planisphère, il va choisir un nombre d'animaux en fonction de différentes espèces, donc on en a d'accord. considéré 9, enfin voilà. Donc il va Mhm. choisir entre les chèvres, les moutons, les vaches, est-ce qu'elles produisent du lait ou de la viande, est-ce qu'il met des poules, enfin il peut mettre aussi plusieurs espèces différentes, enfin voilà. Et en données de sortie, du coup, il va nous donner un nombre d'animaux par espèce dans toutes les grid cells, D'accord. dans tous les découpages. Voilà. Plus en données de sortie, on va aussi avoir les rendements de chaque culture qui sont cultivées dans ce découpage-là. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est le modèle principal en fait qui fait des scénarios de développement de la bio et son objectif, c'est de calculer en fait la production agricole, enfin la production alimentaire, agricole et alimentaire dans des scénarios de développement de la bio à des larges échelles. Mhm. Voilà. Et donc mon travail à moi, c'était de coupler ce modèle-là à d'autres pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la slide 5.
où je vais passer plus vite sur ces modèles-là sans trop rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps et c'est pas forcément l'essentiel. Mais il y a un modèle en fait qui est juste une adaptation des consignes du GIEC pour calculer les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc ça, c'est les sorties de Gohanim qui rentrent directement dans ce modèle et ça me calcule les émissions de protoxyde d'azote et de méthane dans les différents scénarios. Tout à droite, vous avez ROTC, c'est un modèle qui calcule en fait les stocks de carbone dans les sols en fonction de scénarios, enfin en fonction de données d'entrée qui sont la quantité de carbone apportée au sol, des conditions d'humidité, de température, enfin des conditions climatiques, et aussi si le sol est couvert ou non. Ça, c'est important notamment pour les cultures intermédiaires parce qu'elles permettent de couvrir le sol et d'éviter que le sol perde du carbone. Enfin, limite la perte de carbone du sol. Mhm. Et le dernier modèle, c'est un modèle en fait Globagri qui est un modèle de flux de matières alimentaires, enfin de produits alimentaires entre différentes grandes régions du monde. Et en fait, son objectif à lui, c'est de calculer le besoin en surface agricole dans des grandes régions du monde en fonction des régimes alimentaires, des rendements. Et il me semble que globalement, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'est qu'avec ce modèle Globagri, c'est d'estimer en fait si on va avoir besoin de faire de la déforestation, retourner des prairies ou l'inverse, justement reforester ou remettre des prairies en fonction des besoins en surface dans des scénarios de développement de la bio. Et après, on calcule les émissions associées de protoxyde d'azote, méthane, CO2, et à la fin, on fait un bilan. Oui, donc en fait, ça permettait à la fois d'utiliser GoAnim pour définir des scénarios d'expansion de l'agriculture biologique à l'échelle mondiale, c'est ça? Et C'est ensuite, tu ça, as utilisé ces trois modèles qui permettent d'estimer à la fois des émissions directes liées aux activités agricoles, donc c'est c'est le ça, modèle de gauche, et les émissions indirectes qui sont la variabilité sur l'utilisation des terres et le stockage de carbone en fonction des modes de conduite. C'est ça? exactement. Ouais, Bon, et bien c'est ça. maintenant, Ulysse, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat. Alors, il y en a un qui est particulièrement marquant, qui avait peut-être déjà été abordé par ailleurs, mais donc tu as réussi à identifier une proportion optimale de surface cultivée en bio pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Alors moi, je l'ai Ouais. noté 20 à 40%. Est-ce que c'est toujours ça? Alors, tu peux montrer la slide 6. Ouais. Est-ce que c'est toujours ça? Je sais pas. En fait, le modèle Gohanim a été modifié après ma thèse Mm. et j'essaye de refaire les calculs parce qu'en fait, ça change beaucoup. Moi, pendant ma thèse, on trouvait que la production alimentaire mondiale baissait de 40% dans un scénario 100% bio. Or, maintenant, on est plus proche des 20-25%, ce qui change beaucoup de choses. Ouais. C'est un gros changement, donc j'essaie de refaire les calculs pour voir si ça a un effet. Mais ce qu'on montre en fait, nous, alors je ne vais pas forcément parler des valeurs absolues parce que déjà, bon, on est en train de refaire les calculs et ensuite, c'est des scénarios, donc il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un peu le problème de la modélisation, c'est qu'on a des incertitudes qui peuvent être très élevées. Donc, parler de valeurs absolues, c'est pas forcément, selon moi, très pertinent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment dire, les effets et les tendances qu'on peut observer. Nous, ce qu'on a montré, contrairement aux études précédentes, c'est qu'en fait, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre avec le développement de l'agriculture biologique, elle n'est pas linéaire. En fait, ça commencerait, alors, en fonction de qu'est-ce qu'on met en place pour développer l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des conditions, euh, les émissions pourraient baisser assez fortement dans un premier temps, puis potentiellement remonter. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui engendre cette baisse puis cette remontée? En fait, c'est que dans un premier temps, on a une baisse des émissions de protoxyde d'azote et de méthane, liées notamment à un changement de régime alimentaire qui s'accompagne souvent avec le développement de l'agriculture biologique. Mais ensuite, en fait, on a l'effet de la baisse des rendements
qui viendrait supplanter ces effets bénéfiques de la première phase pour réaugmenter les émissions de gaz à effet de serre du fait en fait de cette baisse de rendement, donc de potentiellement un besoin en surface agricole plus important. Ok, Donc il y aurait potentiellement un optimal de bio, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est, nous on l'estimait là à 25%, mais ça sera certainement plus. On ne sait pas exactement où il est, ça peut très bien être 40, 50, voire plus, j'en ne sais pas trop. On sait qu'on rattrape les émissions actuelles bien après. Donc là, nous, dans notre scénario, qui n'est pas forcément le scénario le plus optimiste, on va dire, on les rattrape vers 60%. Donc il y a de la marge, j'ai envie de dire, pour développer l'agriculture biologique, parce que, pour savoir, à l'échelle mondiale, on est à moins de 2% de surface agricole qui sont en agriculture biologique. hmm. Donc Oui, là, donc, déjà, on pourrait multiplier par 10 oui, tout à euh, fait. sans que ça soit trop problématique, et voire même multiplier par 20 peut-être. Enfin voilà. Et est-ce que je comprends bien, du coup, en effet, on peut multiplier par 10 et en ayant une performance, du coup, de l'agriculture biologique qui se montrerait largement supérieure au système classique en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, mais finalement, même si on va plus loin, finalement, on resterait sur des émissions inférieures, même si le delta a tendance peut-être à se resserrer. Mais en tout cas, c'est sur la base de ces calculs-là, entre 20 et 60%, on est sur des émissions qui sont équivalentes ou inférieures. Donc, si les calculs, enfin voilà, si les résultats de la modélisation persistent dans ce sens-là en refaisant les calculs. C'est ça, On peut l'interpréter. Ouais. selon nos modèles, c'est ça, Ok. selon notre Et modélisation. Ouais. alors, attends, je réfléchis, hein. Euh, J'avais préparé une autre question, mais alors je me souviens plus pourquoi on l'a envisagée comme ça. Alors je vais te la reposer de manière très scolaire. C'était dans la lignée de cette question-là, mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu. C'est oui, comment est-ce que tu expliques finalement que la conversion de la totalité des systèmes agricoles mondiaux engendrerait une hausse aussi importante? Parce que, enfin, donc du coup, là, on parle de cet aspect de la proportion de surface en agriculture biologique optimale. Ce que tu as montré, c'est le premier scénario dont tu as parlé tout à l'heure. Tu disais, si on est sur 100% de bio, on a des émissions qui sont beaucoup plus conséquentes. C'est exclusivement lié à la déforestation et du coup à l'explosion des puits de carbone, en gros, c'est ça? Euh, oui, en clair, c'est alors pas forcément de la déforestation, mais ce qu'on appelle du changement d'usage des terres. Donc ça peut être aussi Oui, des retournements d'accord. de prairies. Oui. C'est d'ailleurs, nous, on fait l'hypothèse que c'est d'abord ça avant la déforestation. Mhm. Euh, oui, en fait, cette remontée, elle est due à ça. Alors après, le fait qu'à 100%, on soit au-dessus des émissions actuelles, bah, je suis assez prudent sur ce résultat-là. Je suis même très prudent, on va dire, pour plusieurs raisons. Déjà, parce comme je le disais juste avant, en fait, nous, notre modèle a changé et donc, du coup, on n'a plus les mêmes résultats Mhm. et et c'est sûr, en fait, que le résultat sera complètement différent. Ensuite, bah, il faut savoir qu'en modélisation, on a quand même beaucoup d'incertitudes, surtout quand on travaille à l'échelle mondiale. On est obligé de faire des approximations Oui. qui qui valent ce qu'elles valent, hein, sont plus ou moins solides. Mais l'un des problèmes, notamment avec la bio, c'est que, bah, comme je disais, c'est qu'on n'a que 2% des surfaces agricoles mondiales qui sont en bio. Et donc, on a très peu de données pour savoir en fait exactement quelles modifications vont apporter un passage à l'agriculture biologique. Mhm. Et donc, avoir une projection à 100% de bio alors qu'actuellement on est à moins de 2%, bah, il y a quand même un grand gap Oui. entre les deux, quoi. On est Donc, vraiment sur bon, de la projection on est sur de la très projection, donc c'est des large. incertitudes. Donc, les Mhm. valeurs absolues, bon, moi, je, je suis pas trop pour les mettre en avant comme ça. Mais par contre, la tendance, voilà, on sait que c'est pas linéaire, que c'est une courbe, que ça peut remonter quand on arrive à des forts pourcentages en bio. Est-ce que ça va redépasser les émissions actuelles? Ça, c'est pas sûr. Enfin, voilà, il y a beaucoup
beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu entre 2% de bio et 100%. Tout à fait. Et alors, dans ton travail, tu mets en avant l'importance de l'implantation de légumineuses comme levier de gestion de la ressource azotée qui peut permettre peut-être de ralentir un peu cette pente. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que enfin, des légumineuses, j'ai élargi, on peut parler globalement de cultures intermédiaires, pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles pour maintenir les stocks de carbone dans les systèmes bio? Alors, il y a deux choses qui sont pas forcément les mêmes, mais légumineuses Ouais. et cultures intermédiaires, c'est pas exactement les mêmes choses. Pour expliquer les cultures intermédiaires, en fait, c'est dans une rotation de culture. Donc, je sais pas si je prends une parcelle et sur 2 ans, bah, une année, on va faire un blé et l'année suivante, on va faire, je sais pas, du tournesol. Je dis n'importe quoi, hein, c'est, voilà. Et en fait, entre le moment où on récolte le blé et où on plante le tournesol, soit notre sol il est nu, soit on peut planter ce qu'on appelle une culture intermédiaire qui va pousser entre ces deux périodes. Elles sont pas toujours à visée de production alimentaire, mais elles ont des intérêts en fait agronomiques autres. Euh, alors, nous, ce qu'on a pris en compte dans ces cultures intermédiaires, c'est le fait qu'elles avaient des intérêts sur le stock de carbone dans les sols de cette parcelle-là. Hmm. Elles ont deux effets. Le premier, c'est qu'elles rapportent de la matière organique, donc elles font de la photosynthèse et elles rapportent de la matière organique au sol, qui va participer à augmenter le stock de carbone du sol. Et l'autre effet, c'est qu'elle joue en fait sur les conditions thermiques et hydriques du sol. Et en fait, elles vont limiter ce qu'on appelle la minéralisation du carbone dans le sol. Donc en fait, la perte de carbone du sol. Donc la vitesse à laquelle les bactéries vont manger la matière organique, émettre du CO2 et faire baisser le stock de carbone. Donc Donc j'ai ça, fait c'est une le très belle premier effet. confusion, un très joli lapsus, parce que ça n'a rien à voir, même si... Et Mais ça, c'est les effets directs que nous, on a pris en compte. Après, il y a des effets indirects, et du coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est que il y a un certain nombre de cultures intermédiaires qui sont des légumineuses. Donc, on peut trouver des légumineuses aussi dans la rotation de culture, dans les rotations Mm, principales, mais aussi on peut en avoir dans les cultures intermédiaires. Et les légumineuses, elles ont la capacité de prendre l'azote de l'atmosphère, et l'injecter directement dans leur biomasse, enfin dans leur masse. Et après, quand on laisse après ces plantes se décomposer sur le sol, elles vont rapporter de l'azote au sol. Or, on a vu qu'en fait, l'azote, dans nos scénarios, c'était un phénomène limitant. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas pris en compte, c'était l'apport d'azote par les cultures intermédiaires, qui du coup, bah, limiterait la perte de rendement en bio parce qu'on a de l'azote supplémentaire. Or, si on a des rendements qui baissent moins, en fait, on a potentiellement des stocks de carbone dans les sols enfin des rendements qui sont plus élevés. Ça veut dire plus de biomasse aussi apportée au sol et donc des stocks de carbone dans un monde 100% bio qui sont plus élevés. mm, mm, tout à fait. Donc c'est l'intérêt des cultures intermédiaires, aussi des cultures intermédiaires légumineuses. Enfin, voilà. Donc ici aussi, en fait, des effets directs sur le stockage de carbone et des effets indirects pour certaines, Exactement. sur la production de biomasse. Voilà. Et pour Bon, revenir sur nos résultats, comme on n'a pas pu prendre ces effets indirects, bah, ils sont pas représentés en fait dans la courbe de résultats que je présente là. hmm, d'accord, merci pour cette précision. Alors du coup, peut-être que, enfin, on peut rentrer dans la dernière phase qu'on avait imaginée pour cet entretien. C'est maintenant qu'on a bien explicité ce que c'est qu'un modèle, comment est-ce qu'il sert, la question de la projection sur une expansion de l'agriculture biologique à l'échelle mondiale, quels effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce que je te propose, c'est peut-être d'essayer de retraduire un petit peu ces résultats que tu as déjà quand même bien explicités. Mais du coup, si on devait passer par une version courte, si tu t'adresses directement à des agriculteurs, à des acteurs de la filière bio, de métiers très variés, mais qui ne sont pas forcément issus du milieu scientifique, quelles pratiques est-ce que tu serais en mesure de conseiller pour optimiser les bénéfices climatiques de l'agriculture biologique? Une question qui n'est pas forcément très facile à traiter, mais quel avis au moins est-ce Ouais. que tu exprimerais? Alors, c'est assez compliqué avec mes travaux d'apporter une réponse précise à cette question, c'est-à-dire que je peux pas aller voir un agriculteur et lui dire il faudrait que tu mettes ça sur ta ferme parce que ça dépend de beaucoup de paramètres
qui sont spécifiques à la ferme, des paramètres climatiques, de type de sol, mais aussi économiques de la ferme. Enfin, il y a Mm. beaucoup de choses qui rentrent Oui, bien en sûr. jeu. Mm. Après, je peux donner des Les grandes lignes, principes. c'est-à-dire bah, travailler sur les rotations de culture, essayer de les optimiser, notamment pour gérer ces questions de fertilisation. Mais j'ai l'impression quand même en bio, enfin, un agriculteur biologique, les agriculteurs bio, ils sont quand même au courant de ça et ils travaillent beaucoup sur ces questions de rotation des cultures. Essayer d'inclure le plus possible des cultures intermédiaires. Ça, c'est des choses que je peux dire, mais je vais pas pouvoir donner des conseils bien précis sur comment le faire, quoi. Mm. Bon, c'est des grands Euh, principes et tout à l'heure, tu as parlé aussi peut-être quand même dans la modélisation qu'il y avait un facteur de réussite qui était peut-être assez intéressant à regarder, c'est la modification de la répartition des filières animales à l'échelle géographique, la relocalisation de la ressource azotée à proximité des cultures, ça peut être un levier. Alors c'est pareil, c'est assez général, on peut pas le mettre en place partout, mais Bah, c'est même le levier principal, je pense. ouais. C'est un levier très important. Alors, ça peut être pris en charge par des agriculteurs s'ils décident de se lancer dans de la polyculture élevage. Hmm. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se travaille plus en amont. Ça peut être les acteurs de la filière qui peuvent participer à ça. Mais je pense aussi que c'est surtout une décision politique à prendre, quoi. Hmm, C'est-à-dire hmm. que nous, on dit, si on veut développer la bio, en clair, il faut revenir à une sorte de polyculture élevage, mais à une échelle locale, euh, à une échelle locale, quoi. Ça n'a pas forcément besoin d'être à l'échelle de la ferme, mais au moins à l'échelle de, je sais pas, la commune, du département, enfin du département, c'est même déjà trop grand peut-être. Enfin voilà, à une échelle qui permette justement les flux d'azote entre les animaux et les cultures. Hmm, hmm, Et hmm. ça, c'est quelque chose qui se décide plus politiquement, peut-être au niveau des filières, euh, mais, euh, mais voilà, pas forcément que au niveau de la ferme, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, c'est bien, t'as déjà répondu à ma question suivante. Donc, les décideurs publics, s'il y en a qui t'écoutent, bon, en Ouais, principe, ils connaissent déjà un petit peu ces résultats, mais c'est une bonne opportunité de les redire ici, parce que c'est un levier très fort et qu'on a déjà vu mm. aussi dans le cadre d'autres travaux. Donc, Après, pour c'est- les décideurs politiques, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. C'est peut-être la dernière slide que tu peux ouais. montrer. C'est-à-dire que il y a cette question de Hmm. redéfinir la population animale, mais en fait, elle s'accompagnera forcément par un changement de régime alimentaire. Parce que, comme je le disais, en fait, nous, notre but, c'est d'avoir des animaux qui fournissent de l'azote aux plantes, mais qui mangent pas trop de plantes pour pas manger les plantes que nous, on pourrait manger. Hmm, hmm. Et en fait, ça veut dire une réduction de la population animale à l'échelle mondiale, hein. Je ne parle pas des échelles régionales, etc., mais à l'échelle mondiale, c'est ce que ça veut dire. Et du coup, ça veut forcément dire que bah, il faut travailler sur les régimes alimentaires, enfin, sur les comportements alimentaires des humains. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça se joue aussi au niveau politique, ça se joue aussi au niveau politique, quoi. Et après, il y a un dernier point qui est peut-être essayer de travailler sur la mobilisation d'autres sources azotées, mais fertilisantes globalement. Par exemple, toutes les déjections humaines, enfin les urines, les déjections humaines. Hmm. Euh, et ça passe par le développement de nouvelles filières, j'ai envie de dire, Hmm. sur comment on mobilise cette ressource-là, quoi. Ok, donc du coup, pour bien comprendre, parce qu'il y a une question de Perrine que je saisis au vol, puisque tu parles des changements de régime alimentaire. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, quand on parle de changement de régime alimentaire, on parle en particulier de végétalisation de l'alimentation. C'est ça, Mhm. hein? Et donc, du coup, la question de Perrine, c'était sur la base de quel régime alimentaire humain on a réalisé ces scénarios. Donc, c'est systématiquement des scénarios végétariens, flexitariens. Enfin, voilà, c'est un peu. Enfin, la question, elle porte un peu là-dessus et sur est-ce que c'est un paramètre que vous avez fait varier dans les modèles ou est-ce que vous avez choisi de fixer un petit peu ça, quoi. Alors, on a été contraint un peu pour des questions méthodologiques de fixer ça. En fait, le modèle Gohanim nous impose un peu un régime alimentaire. Donc, Ok. on a été un peu obligé de faire ça. C'est pas forcément réaliste, mais
c'est ce on a été un peu obligé d'un point de vue méthodologique de faire ça. Mais concrètement, c'est oui, une réduction des produits animaux, donc pour compenser par des protéines plutôt végétales. C'est surtout ça les gros leviers en fait. Donc c'est réduction, c'est pas suppression. Non, bah non, parce qu'en fait, si on n'a plus d'animaux, on On fait est plus non d'accord. plus de transfert d'azote, notamment des prairies vers les cultures. Ouais. Donc il y a un équilibre à trouver. Donc Et du coup, en si je- proportion, tu te souviens à peu près proportion, je crois que alors, après, je dirais que c'est quand même, on réduit bien de deux tiers les produits animaux, quelque chose comme ça dans notre modèle. réduction de Mais deux bon, tiers? oui, mais après c'est pareil, c'est-à-dire que Oui, bien sûr. c'est des estimations, voilà. Mais il y a une réduction quand même assez forte. Ok. Mais c'est à l'échelle mondiale, hein, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que c'est à voir après de enfin, de pays en pays comment ça joue, quoi. Mm, mm. Alors justement, alors peut-être deux dernières questions. Donc à la fois sur la fertilisation en azote. Mhm. On acquiert des connaissances, tu as parlé, enfin voilà, on a présenté d'ailleurs des travaux avec Pietro sur le rôle des légumineuses dans la fertilisation, mais il y a encore des axes de recherche qui sont urgents à explorer et qui permettraient d'affiner tes résultats. Ce serait quoi enfin, quelles sont les questions en fait qui sont soulevées dans le champ de la fertilisation azotée? Et bah, la grosse question, c'est les cultures intermédiaires notamment, et les Mhm. cultures intermédiaires légumineuses, qui en fait, c'est quoi leur effet sur bah, la fertilisation azotée? Ça, bon, il y a eu des travaux après ma thèse qui ont été faits, mais bon, c'est quand même un début de recherche, on va dire, là-dessus. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet à creuser de savoir bah, les cultures intermédiaires, c'est quoi leur effet sur la ressource en azote, mais sur les rendements aussi derrière, parce qu'elles apportent de l'azote elles-mêmes, mais aussi elles limitent aussi la perte d'azote qui part avec les pluies, en fait, les eaux de pluie. Donc il y a cet effet-là qui est assez important, qui est à prendre en compte et à creuser. Oui, qui permettrait vraiment d'affiner une partie. Oui, quand même, ton C'est ça. scénario, enfin, la courbe numéro 4 sur le graphique, elle montre bien quand même un effet attendu qu'on pourrait mieux dimensionner. Ouais. Et alors, tu as travaillé sur un modèle global, mais est-ce qu'il fait Mhm. ressortir des tendances? Alors, quand on parle local, c'est un bien grand mot, on n'est pas sur un rayon de 5 kilomètres, mais est-ce que tu as identifié des impacts variables suivant les régions du monde, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud? Est-ce que la tendance est la même justement sur ces 5 courbes? Alors non, pas exactement. Mais ça c'est attendu, c'est-à-dire que forcément le développement de la bio va pas se traduire de la même manière d'une région à une autre. Euh, Après, de là à pouvoir affirmer des tendances régionales, c'est un peu compliqué aussi parce que nos résultats, en fait, on peut avoir des résultats régionaux, c'est-à-dire que je pourrais zoomer sur une région et prendre les résultats sur cette région-là. Par exemple, prendre, je sais pas, l'Europe. Mais ça restera des résultats qui ont été estimés avec des hypothèses qui valent à l'échelle mondiale parce qu'on a des manques de données ou parce que, pour différentes raisons, en fait, mais qui sont pas forcément réalistes à une échelle plus restreinte, où on pourrait notamment avoir des données plus précises. Je parle de l'Europe, par exemple, bah, on pourrait avoir des données plus précises sur, par exemple, les différentes races d'animaux et savoir est-ce Hmm. quelles sont qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles produisent, etc. Et ça peut jouer sur les résultats du modèle. Donc, on peut voir un peu des tendances dans les grandes régions, c'est-à-dire qu'on voit que bah, pour donner un exemple, si on prend la France, par exemple, on voit que en Bretagne, la population animale, bah, nous, dans nos scénarios, elle devrait diminuer et que des régions plus céréalières, elles devraient augmenter parce que c'est toute cette question en fait de flux d'azote entre animaux et culture. Hmm. Mais ça reste des estimations et je pense que si on voulait avoir des résultats à des échelles plus restreintes, ça serait d'autres travaux. Et c'est notamment ce qui a été fait ou ce qui est en train d'être fait
je crois qu'elle soutient dans 1 ou 2 semaines, Noélie, et qui a travaillé, elle, pareil, sur l'utilisation de GoAnim, mais à une échelle européenne. Hmm. Bon, on pourra organiser un nouveau webinaire sur Voilà. le sujet. Alors, il y a quelques questions des auditeurs. Ouais. Donc, il y a Eva notamment qui pose deux questions. La première, elle porte sur les légumineuses. Donc, on a parlé tout à l'heure de leur effet sur le stockage de carbone, entre guillemets, plus durable dans le sol. Et du coup, est-ce que cette durabilité-là, elle est intégrée dans le travail? Je ne sais pas si je reformule bien la question. Alors, euh, bah, en clair, nous, on a pris en compte les légumineuses qui sont compris, on va dire, qui sont compris comme des cultures principales, pas comme des cultures intermédiaires. Et ces Ok. légumineuses-là qui sont cultivées pour la production alimentaire ou pour alimenter des animaux, nous, on le prend en compte. Mais les cultures intermédiaires, on prend en compte que leur effet direct sur le carbone du sol, mais pas sur le fait qu'elles rapportent de l'azote au sol et donc qu'elles ont des effets du coup indirects. Je sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Bah, Eva, n'hésite pas à répondre dans le chat si tu veux qu'on reformule la question. Et donc, sa deuxième question porte aussi sur les modifications de régime alimentaire. Je pense que ça fait quand même pas mal réagir ce que tu as présenté. Et donc, il y a en effet le sujet de la transition protéique que tu as bien expliqué. En fait, une protéine mangée par une vache, c'est peut-être 15 protéines qui n'arrivent pas pour nourrir la population humaine. Et enfin, je dis ce chiffre tout à fait au hasard. Mhm. Mais du coup, voilà, la question d'Eva, c'est est-ce que des modèles alimentaires plus sobres, avec moins d'abondance, ont été considérés? Alors, ça parle peut-être de gaspillage alimentaire. Et est-ce que vous avez fait varier les paramètres de manière équivalente entre des systèmes bio et des systèmes conventionnels? Est-ce qu'il y a des coefficients qui sont appliqués qui sont différents? Eh ben, tu peux peut-être montrer la slide 7. Je ne sais pas si tu l'avais déjà montré. Pour les Euh, décideurs? non, c'est celle juste avant, avec plusieurs courbes. Ah, les résultats. Passage au Ouais, bio, réduction. Ouais, ouais. c'est bon. En fait, on a pris en compte, on a fait plusieurs tests. On a fait un test où en fait on changeait pas les régimes alimentaires. Et en fait, là, le problème, c'est que si on impose en fait une population animale à notre système en bio euh, qui est trop élevé, et ben en fait les émissions vont augmenter, vont ne faire qu'augmenter. Alors après, on a fait ce scénario où on change le régime alimentaire. Et après, en effet, on a pris aussi en compte d'autres éléments qui sont par exemple la réduction du gaspillage alimentaire. Donc c'est la courbe 3. Et ça, on l'a pris en compte aussi en conventionnel, enfin en non bio, dans la situation actuelle. En fait, si on réduisait le gaspillage alimentaire de 50%, du coup, les émissions actuelles baisseraient, même sans rien changer sur la production alimentaire, sans passage en bio en fait. Mais ça décale aussi toute la courbe toute la courbe en fait derrière. Et c'est ce qu'on observe avec la ligne 3 en fait. Ça marche. Bon, Eva, n'hésite pas à relancer une question si ça a l'air. Elle a mis un petit pouce en l'air, je crois. Je pense Ok. que c'est bon. Il y Après, a il y a Amélie aussi. qui. Oui, vas-y, Ouais, vas-y, Lucie, tu vas-y. veux Non, je compléter? dis, il y a d'autres leviers qui sont aussi la réduction enfin, d'avoir des comportements alimentaires plus sobres, notamment en termes de calories, c'est-à-dire manger moins de calories par personne, au-delà de juste le gaspillage alimentaire, Donc, une notamment dans autre les pays approche de la développés. sobriété. Voilà. En effet. C'est vrai, mais ça, c'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est une réflexion personnelle? Il y a des Je sources là-dessus je crois qu'on l'a pris en compte. Oui, oui, il y a des sources, oui, oui. Sur sur le la fait réduction du nombre que, de calories. bah, en fait, on peut réduire globalement, je crois, les calories à l'échelle mondiale parce qu'il y a des certaines régions où la consommation de calories est au-delà des besoins, en fait. Aux Mhm. États-Unis, Ouais, même ouais. en Europe. Mhm. Donc, en fait, si on baissait cette consommation de calories pour correspondre plus à nos besoins physiologiques et pas être au-dessus, ça peut avoir un effet important, en fait. Mhm. Ok. Et donc, du coup, est-ce que ça fait la transition avec ta slide justement pour les politiques publiques ou c'est quelque chose on l'a déjà suffisamment abordé tout à Non, on l'heure? l'a déjà abordé, je pense. C'est bon, hein? Ouais. Ok.
Une autre question, il y a Amélie qui dit, alors je sais plus trop dans quel contexte est-ce que ça arrivait. La question, c'est, il me semblait que cela concernait surtout les monogastriques et moins les ruminants. Est-ce le cas? Donc c'est probablement par rapport à euh, la distinction sur le potentiel des émissions, mais je crois que tu l'as un petit peu abordé sur la capacité de Gohanim à refaire des propositions. Bon, Alors, je j'ai suis pas pas plus d'éléments sur cette question, alors je suis pas trop Amélie, faut pas hésiter à reformuler la question pour qu'on puisse la réintégrer, parce que peut-être qu'elle a été posée dans un contexte, mais comme on a changé de sujet, on l'a Après, je peux perdue. présenter vite fait les différences entre monogastrique et ruminant. Les ruminants, ils ont la capacité de manger de l'herbe et donc du coup, ça fait le transfert d'azote des prairies vers les cultures. Que ne Hmm, peuvent pas faire les monogastriques. Et ce qui est un problème dans notre modèle, c'est notamment peut-être un des éléments de faiblesse du modèle, c'est qu'en fait, nous, il nous dit quasiment on arrête les monogastriques. Bon, c'est d'accord. un peu aberrant. Mais Hmm, en fait, c'est juste que lui, son objectif, c'est d'optimiser les flux d'azote. Donc là, on a un problème avec les monogastriques, c'est qu'en fait, ils participent pas, enfin, dans certains systèmes, ils participent pas en fait au transfert d'azote des prairies vers les cultures. Ils font d'accord, que recycler, pas forcément très bien, l'azote entre les cultures et ouais, l'azote des cultures. C'est-à-dire qu'ils mangent des grains et après, leurs déjections vont refertiliser. Donc, donc dans notre modèle, les monogastriques sont pas favorisés, quoi. d'accord. Et alors, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que enfin, a priori, il y a eu des modifications dans GoAnim, donc qui nécessitent de refaire des calculs sur lesquels Mhm. tu travailles depuis quelques semaines, parce qu'on en a déjà parlé il y a un petit moment, Ouais. mais c'est très long en fait. Et donc, ces nouveaux résultats, enfin voilà, comment tu comptes les... Est-ce que c'est juste repasser à la moulinette l'ensemble de tes données d'entrée dans un modèle, et est-ce que ça va faire l'objet de publications? Quelle suite tu as prévu de donner là-dessus, sur cette mise à jour? Alors, en résumé, ouais, c'est ça, c'est reprendre les nouveaux résultats et les refaire passer dans tous les modèles. Mhm. Et l'idée, oui, c'est de faire une publication scientifique. En fait, l'objectif, c'était de publier un dernier article pour valoriser cette thèse. Et, et donc, du coup, c'est l'idée, ouais. De publier un article scientifique qui résume, enfin, qui présente à peu près les résultats que j'ai présentés là, mais avec les nouvelles valeurs. Et qui ferait office d'erratum un petit peu, du coup, sur les publications précédentes. Bah, d'Eratom, oui et non, parce qu'en fait, ces résultats-là n'ont pas été publiés hormis ma thèse, mais une thèse, c'est pas toujours très Ok, lu. Donc, normalement, ça sera plus lu que. Enfin, j'espère que ça sera plus lu que ce qui a été mis dans ma thèse et que. Voilà. ok. Alors, j'oublie de te dire, moi, je te retransmets les questions, mais ton propos intéresse beaucoup de personnes qui t'écoutent, hein. Ils te remercient systématiquement et je suis assez ingrate parce que je ne te le fais pas passer à chaque fois. Eh ben, Euh, merci. mais donc, il y a Thierry aussi qui te remercie pour tes travaux. Euh, Le propos est un peu long, alors je vais le relire. Il me dit, si j'ai bien compris, l'agriculture biologique aurait un effet bénéfique sur le climat en cas de changement de régime alimentaire. Entre Mhm. parenthèses, jusqu'à 60% de SAU bio, même si on est bien d'accord qu'on ne retient pas forcément des chiffres absolus. Et son bilan serait équivalent au conventionnel sans changement de régime alimentaire jusqu'à 20% de SAU. Est-ce que c'est bien ça? Euh, Là, sans changement de SAU? Sans changement de De régime régime alimentaire? alimentaire. Non, c'est pas. C'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que ça peut être bien pire que ça ou Ouais, c'est vrai que c'est ce ça que peut être pire montre que un ça. peu ton graphique, en fait. La première ligne en pointillé, elle a l'air de rester sur la baseline sans changement de régime alimentaire. Oui, alors oui, si, oui, c'est vrai qu'il y a cet effet-là. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, c'est possible qu'avec 20% de bio, on n'ait pas forcément beaucoup de problèmes et que parce que ça change, les rendements changent, mais c'est pas suffisamment pour vraiment avoir un impact à l'échelle mondiale. Disons qu'on pourrait avoir des leviers sur
sur les échanges internationaux, etc., qui pourraient peut-être limiter la faible baisse de rendement jusqu'à 20%. Et Hmm, au-delà, ça devient compliqué, quoi. d'accord. Et du coup, bah, la seconde question qui découle de cette première question, c'est est-ce que ce constat vaut, quelle que soit l'unité retenue, qu'on parle de kilos de carbone par kilo de produit ou par hectare en culture? Parce que c'est une question qui revient très souvent quand on confronte Mm. les performances de la bio par rapport à l'agriculture conventionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou est-ce que finalement vous êtes parti de l'hypothèse de base de on a besoin de produire un nombre de calories total pour nourrir la population humaine et comment on fait varier les paramètres pour les Et atteindre? alors, sur cette question un peu de quantité émise par hectare ou par kilo Kilos produit, Ouais. et ben nous, on a voulu, c'est l'intérêt de cette modélisation, c'est qu'on s'affranchit en fait de cette Hmm. question-là. Ouais. Parce qu'en fait, on va calculer le bilan global de la production agricole mondiale. Donc, peu importe en fait, enfin, donc on s'affranchit en fait de cette question de par hectare ou de par kilo. Notre objectif, c'est de nourrir la population mondiale Hmm. et de savoir combien on émet si on nourrit cette population, quoi. Donc en Oh, fait, les questions de quantité produite, bah, en fait, on sait qu'on va produire suffisamment pour la planète. La question de surface, bah, c'est du coup, soit on augmente les surfaces ou on les diminue en fonction des besoins, quoi. très bien, ça me paraît très clair. Alors peut-être on va rentrer dans la conclusion de ce webinaire puisqu'on a un petit peu dépassé l'heure, mais bon, il y avait beaucoup de questions, donc c'est intéressant de les traiter. Si tu devais résumer tes travaux de thèse en une phrase pour pour un étudiant ou pour un agriculteur, qu'est-ce que tu dirais? Une phrase, c'est très court, hein. En une phrase, c'est une question, c'est la question qu'on se pose à travers cette thèse, c'est quelles possibles conséquences d'un développement partiel ou total de l'agriculture biologique sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale? Je sais pas si c'était ça ou si tu veux un résumé de mes résultats également. Non, non, ça pose bien le contexte et je pense que on pourrait continuer à en parler pendant très longtemps. Et alors justement, bah, on va s'arrêter là. Oui, il y aura un replay de cet entretien et bravo Ulysse d'avoir réussi à saisir au vol toutes les questions sans voir ce qui se passe à l'écran. Ça devait pas être très confortable pour toi et tu t'en es très bien sorti. En plus, tu es le premier à passer sur le grill de la chaire agriculture biologique, donc je te remercie tout particulièrement pour ça. Si les auditeurs souhaitent aller plus loin pour approfondir le sujet, qu'est-ce que tu peux leur proposer comme ressource? Donc, il y a ton manuscrit de thèse qui est en ligne. C'est ça. Alors moi, je leur conseillerais de soit lire donc, ma thèse qui est en ligne. Il y a les travaux de Pietro Barbieri qui vont du coup permettre de bien comprendre le modèle GoAnim et comment il fonctionne. Et pour aller plus loin, il y a aussi les travaux de Joséphine Demey qui a aussi travaillé sur le même modèle, mais elle s'est questionnée sur, s'est intéressée à la question du phosphore. Et voilà. Pour aller plus loin de ce qui est publié pour l'instant, je conseillerais ça. Euh, pour rester sur cette thématique-là. Et après, pour aller encore un peu plus loin sur la question, alors c'est pas directement lié à la bio, mais quand même, juste pour dire, en fait, les engrais chimiques qui sont utilisés en agriculture, qu'on va dire conventionnelle, il faut savoir que c'est produit à partir de gaz fossiles que on ne produit pas ou très peu au niveau européen. Donc en fait, dans les questions on va dire géopolitiques actuelles, où on se rend compte qu'on est dépendant de plusieurs pays, notamment en termes d'énergie et d'énergie fossile, Mm, bah, il y a une grosse question de est-ce qu'on est réellement souverain alimentairement si on dépend des engrais chimiques, sachant que les engrais chimiques au niveau européen, c'est 60% de l'azote qu'on met sur nos cultures. Donc, si on n'a plus d'engrais chimiques du jour au lendemain, ce qui n'arrivera probablement pas, mais bah, en fait, c'est des pertes de rendement énormes, quoi. mm. Ouais, oui, tout Et à donc fait. là-dedans, l'agriculture biologique, c'est pas directement un sujet qui c'est pas directement lié, mais il y a au moins une inspiration à prendre sur l'agriculture biologique de comment on se passe de ces engrais chimiques, comment on baisse notre dépendance à d'autres pays en termes de ressources fossiles, quoi.
Super, bah, merci beaucoup, Ellie. Si tu es d'accord, on pourrait centraliser l'ensemble de ces ressources et puis on les fera apparaître en commentaire sur le replay du webinaire. Comme ça permettra à toutes les personnes qui le souhaitent de trouver plus facilement les références. Et donc, il y a une Mm. question justement sur le développement, enfin, la... Oh là là, l'adaptation de GoAnime à l'échelle européenne. Donc, c'est Noélie Borghino qui travaille là-dessus et qui va C'est bientôt ça, soutenir cette thèse, c'est ça, hein? exactement. Ouais, bon, on transmettra aussi l'information sur le replay. Alors, ben, merci beaucoup, Ulysse. Merci à tous pour votre patience suite à nos petits couacs techniques. Merci à tous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce temps avec toi, Ulysse. Le prochain rendez-vous, c'est le 24 avril, donc ça sera tout bientôt, c'est dans 15 jours, et on accueillera Frédéric Ouedraogo qui a réalisé sa thèse de doctorat en écotoxicologie sur le gros sujet du cuivre dans les sols viticoles et les leviers de gestion dans ces systèmes-là pour mieux gérer la toxicité. Ouais. Je vous remercie tous. Tu Est-ce voulais que dire je quelque chose, peux Ulysse? Bien sûr. juste, bon, déjà, aller voir la conférence de Frédéric. J'ai fait ma thèse dans le même labo que La lui, même donc unité, c'est c'est vrai. ouais, Oui. quelqu'un de très bien. Et ensuite, j'en profite juste pour faire un peu de pub pour une asso dont je fais partie, qui s'appelle Parole de paysans. En fait, je fais un projet de film depuis la fin de ma thèse. Je suis parti sur un projet de film sur comment les agriculteurs font face au changement climatique en Europe. Et voilà, je fais ce projet avec une asso qui s'appelle Parole de paysans. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. On fait des documentaires, des podcasts, des expos photos sur les questions agricoles. Euh, donc voilà, vous pouvez aller voir sur notre site internet. Je crois que c'est paroledepaysan.wix.com, On un fera truc comme ça. apparaître aussi en Ça commentaire, du ira. coup, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci pour cet éclairage. Et Super. bien, très bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.